Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment contente d'animer cette table ronde cette année encore, après la première édition du colloque Exil, avoir le courage de l'hospitalité qui s'est tenu l'année dernière. On s'était donné rendez-vous dans un an pour bâtir des solutions pratico-pratiques sur ce sujet qui nous occupe tous. Et je dois avouer que j'anime une table ronde sur un sujet, je viens de le dire à Emmanuel de Bono, que je trouve extrêmement difficile, mais qu'il faut avoir le courage d'aborder. S'agissant de la migration et du courage de l'hospitalité dans la fenêtre temporelle et politique que nous vivons, c'est-à-dire le vote actuel d'une énième loi immigration qui porte l'espoir de faire bouger des lignes, en tout cas qui au départ sur le projet portait l'espoir, je parle au passé, j'espère que nous parlerons au présent, de faire bouger les lignes sur l'accueil digne des immigrés qui sont en France, certains en situation irrégulière et qui travaillent. Alors j'ai suivi un intitulé, je dois le dire, sur le racisme anti-immigré, partie intégrante du combat antiraciste, avec moi-même des questionnements sur fallait-il utiliser le terme la lutte contre le racisme anti-immigré ou plutôt tout simplement la lutte contre les discriminations à l'encontre des immigrés est-elle une partie intégrante du combat antiraciste? Je crois que nous aborderons les deux angles de la définition avec nos intervenants qui ont sans doute beaucoup de choses à dire là-dessus. Je voulais lancer quand même le débat racisme, discrimination. Beaucoup de personnes reprochent que les deux mots se juxtaposent, s'annulent les uns les autres. D'autres vont dire que racisme ce n'est pas la discrimination c'est pas le racisme, et je l'entends bien. Ça va donner lieu à un débat, je pense, intéressant. On insiste dans le débat public depuis de trop nombreuses années à des dérapages tirés du fait que il y a une peur, il y a une angoisse, parfois un rejet violent des immigrés dans notre société qui les a accueillis après la Seconde Guerre mondiale comme force vive de travail. Puis les projections, les propos se sont dégradés, les images se sont dégradées, et depuis quelques années, nous sommes ici dans une ville symbolique pour l'Europe. Les grands leaders de notre Europe ont succédé les dérapages. Je pense à Matteo Salvini en 2018 qui parlait des Italiens d'abord, des immigrés qui viennent voler le travail des Italiens, qui disait qu'il faut justifier les armes, que les armes à feu soient prises contre ces intrus. En France, nous avons des animateurs du débat public aussi extrémistes que M. Éric Zemmour, qui récemment, en 2020, parlait des mineurs isolés. On en parlait comme un public vulnérable, évidemment, mais pour lui, ce sont des voleurs, des assassins, des violeurs. Cette parole violente, hein, on prend la définition du petit Robert, hein, le racisme, c'est croire en la hiérarchie des races. Bon, on n'en est plus là aujourd'hui, je ne crois pas, même sur les grandes représentations de l'extrême droite dans tous les pays d'Europe. Mais le deuxième volet de la définition du racisme, c'est aussi postuler une discrimination, une hostilité à l'égard des populations immigrées. Donc aujourd'hui, on va interroger cette haine, ce rejet, cette peur de la figure de l'immigré, concrètement avec nos invités, sachant quand même qu'il faut avoir des éléments chiffrés en tête, que la France n'a pas le palmarès de l'accueil. On est environ à 10,3% d'immigrés en France. On est dans une moyenne plutôt très inférieure à d'autres pays par rapport à l'Angleterre ou les États-Unis où on a 14% d'immigrés dans la société. C'est un chiffre qu'il faut quand même avoir en tête. On n'est pas les leaders de l'accueil. Aujourd'hui, pour en discuter, alors j'ai trois invités. Alors on aura une de nos invitées qui est en visio, elle n'a pas pu se déplacer, mais je vais vous présenter un petit peu le profil de nos invités qui ont tous une expérience concrète du sujet de la question de la migration. Alexis Nussolovici, qui était notre invité l'année dernière, est professeur de littérature comparée à l'université d'Aix-Marseille. Il est vice-doyen chargé de l'UFR des arts, de lettres et de langue et sciences humaines, et vous avez enseigné au Canada. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages en lien avec les migrations et l'exil, notamment La condition de l'exilé, Le droit d'exil, le petit traité du seuil et du traduire. Alors je ne sais pas si celui-ci en traite
particulièrement de l'exil, et plaidoyer pour un monde métis. Donc c'est un sujet qui est au cœur de vos recherches. Sabine Choquet, qui nous rejoindra en visio, elle a été enregistrée, non, elle ne pourra pas nous rejoindre en direct, mais elle a été enregistrée, est anthropologue et philosophe française. Elle est aussi spécialisée dans les politiques de gestion de la diversité. Et c'est une chercheuse engagée sur les questions de racisme et de discrimination. Elle est aussi l'auteure d'ouvrages sur l'identité nationale, le multiculturalisme. Et en ce moment, elle est actuellement en travail et en poste dans un laboratoire de recherche canadien qui travaille sur les relations interculturelles. Et puis enfin, nous avons avec nous le plaisir de recevoir également Marilyn Poulain. Donc vous êtes ancienne responsable du pôle insertion des migrants de l'association Autre Monde. Vous avez milité en tant que syndicaliste à la CGT depuis 2007 et vous avez milité pendant de nombreuses années auprès dans le cadre des luttes pour les travailleurs sans papier, et vous avez permis d'obtenir la régularisation et l'accès à de nombreux droits pour les travailleurs sans papier. Vous êtes actuellement nommé, et c'est une expérience concrète du terrain qui va nous être précieuse dans nos réflexions. Vous venez d'être nommé préfète déléguée à l'égalité des chances dans le Bas-Rhin, et nous pourrons justement questionner la problématique du racisme anti-immigré. Je tiens à dire quand même que pour la LICRA, c'est l'ADN de notre combat. J'ai tenu à fixer dans la table ronde racisme anti-immigré et partie intégrante du combat antiraciste. La LICRA, vous le savez tous, c'est une association fondée par des migrants, des exilés qui fuyaient les pogroms et qui ont trouvé en France un accueil et un refuge. Alors aujourd'hui, on doit partir des définitions. Alexis Nucevici, je vais vous laisser présenter votre thèse qui est très intéressante, qui est de dire qu'en France, on a glissé vers un racisme migratoire. Je serais curieuse, et je pense que le public sera très curieux de savoir comment vous définissez ce racisme migratoire et qu'est-ce qui le différencie de la question de la discrimination envers les populations immigrées. Merci. Merci de cette présentation et merci à la LICRA pour cette deuxième invitation. Quel combat antiraciste pour demain, s'interrogeait la 51e Convention nationale de la LICRA en une interrogation légitime qui en suggère toutefois une autre. Que combat l'antiracisme? Le racisme est-il figé dans une définition principielle ou est-il susceptible de connaître des mutations dans ses objets, dans sa définition? Si la délégitimation de la notion de race est désormais une affaire entendue, le périmètre définitoire de la notion de racisme est en revanche devenu flou. L'intérêt d'envisager un racisme d'un nouveau genre est qu'il peut alors être sollicité pour des causes qui ne parviennent pas à imposer leur pertinence dans l'opinion populaire. La question migratoire contemporaine, celle concernant les centaines de milliers de migrants dits clandestins, illégaux, irréguliers, que les sociétés occidentales refusent d'accueillir et condamnent à des destins dramatiques. Cette question migratoire fait partie de ces causes orphelines. Depuis 2015, la mort en masse dans le désert saharien, la Méditerranée, la Manche, les Alpes, en proportions diverses, l'enfermement dans des centres de rétention, la misère, autant dans des campements sauvages que dans l'insalubrité urbaine, les expulsions, les refoulements, les brutalités policières, dessinent une réalité qui devrait être inacceptable en regard des valeurs fondant la culture européenne, tant elle les contredit. Et pourtant, cela ne suscite guère qu'une infime mobilisation dans l'opinion publique. Les politiques migratoires sont menées selon un principe de gestion, alors qu'il s'agit de centaines de milliers de vies humaines, de vies comparables aux nôtres et comparables à celles de tous les migrants que la France et l'Europe ont accueillis précédemment. Les dernières mesures proposées par le Sénat sont ignobles et viennent contredire les principes égalitaires et républicains au fondement de l'État-nation qui est le nôtre. En Italie, au Maroc, en Tunisie, en Grande-Bretagne, la situation est similaire.
Réflexe de santé morale, peut-être en Grande-Bretagne, quand la Cour suprême rejette la proposition du gouvernement britannique d'expulser, ça a été rappelé ce matin, d'expulser vers le Rwanda tous les migrants clandestins, tous. J'insiste là-dessus, tous, indistinctement. Les naufrages se répètent, l'Europe n'a toujours pas établi de pacte migratoire solide, et ce que propose le ministre de l'Intérieur s'annonce d'une extrême sévérité. Mois après mois, année après année, la situation a perduré sans qu'aucune protestation majeure ne se soit élevée. Des millions de personnes dans la rue pour crier « Je suis Charlie », combien pour crier « Je suis Aylan », alors que la photo du gamin avait fait pleurer le monde entier. Une des raisons tient sans doute à la difficulté ou au refus de traduire en termes politiques le soutien aux migrants, dès lors cantonné dans sa dimension humanitaire, alors que la question migratoire interroge les fondements même d'une vie politique, égalité, citoyenneté. Pour une politisation de la question migratoire, ai-je sous-titré mon livre de 2020, « Droit d'exil ». L'extrême droite n'hésite pas à faire sa politique et de la politique sur le migrant. Ne serait-il pas temps pour l'ensemble des forces progressistes de répondre en faisant aussi de la migration une question politique, un enjeu de société majeur, au-delà de l'enjeu moral ou de la causalité économique. D'autant que la montée des conflits, la guerre en Ukraine l'a montré, et les désastres climatiques vont inévitablement intensifier les mouvements migratoires. Là où le plaidoyer droit de l'homme est impuissant à convaincre, peut-être l'antiracisme le pourrait-il. Car la solidarité et l'humanitaire ne suffisent plus à répondre aux besoins élémentaires de celles et ceux qui parviennent sur le territoire européen, mais surtout ils sont inadéquats à répondre à la situation migratoire en tant que telle, qui depuis des décennies est en totale contradiction avec les valeurs fondamentales de l'Europe. Tout engagement procède d'une pensée. Il faut radicalement repenser la question migratoire. Les analyses de la réalité ne suffisent plus. Et je me dois d'ajouter, et j'en suis désolé, les témoignages sur la réalité migratoire ne suffisent plus. Il faut oser penser une nouvelle réalité. Et je pose aujourd'hui la question à la LICRA. Est-elle prête à accueillir une telle radicalité de pensée au regard de sa fondation, de son histoire? Attentive aux tensions sociétales, la LICRA n'a pas manqué de se pencher sur le drame migratoire contemporain, un premier colloque l'année dernière et la présente manifestation. Cette attention est guidée par les valeurs qui déterminent l'antiracisme, vous l'avez rappelé, génétique de la LICRA, et la présente table ronde invite à envisager la question sous cet angle. Les deux pôles, migration et racisme, peuvent-ils être reliés? Le refus de l'accueil massif des migrants, ou bien le refus massif de l'accueil des migrants, ne correspondrait-il pas à une forme de racisme? Penser la question migratoire au prisme philosophique, sociologique, juridique du racisme redéfinit totalement la lutte et lui ouvre des directions nouvelles. Un racisme migratoire ou un racisme anti-migrant. Pour être ainsi qualifié, il faudrait que les migrants constituent un groupe similaire à ceux que le racisme a pu stigmatiser dans l'histoire. Certes, ils proviennent d'origines ethniques, nationales, religieuses, fort variées. Mais à la différence des mouvements antérieurs, ils sont perçus et désignés dans le discours public comme les migrants. Non pas les Algériens, les Polonais, les Italiens, mais les migrants. Une masse anonyme, menaçante, dont la composition spécifique est rarement signalée. Dès lors, peuvent-ils déclencher une attitude susceptible d'être catégorisée comme un racisme? À cet égard, on constatera que les migrants ukrainiens, détachés donc de la masse des migrants, ont été accueillis avec efficacité et selon des procédures accélérées, ce qui montre la possibilité de trouver les aménagements juridiques, logistiques appropriés. Pourquoi eux et pas les autres? Il existe d'autres exemples où des communautés, voire des populations,
ont été construites de l'extérieur, selon des critères arbitraires. Au demeurant, le racisme commence toujours par créer la race qui convient à ses besoins idéologiques. Un cas propose son analogie. La discrimination envers les démunis ne serait-elle pas l'expression d'un racisme anti-pauvre ? La législation récente confirmerait ce dernier point en adoptant la pauvreté comme 21e critère de discrimination dans le code pénal et le code du travail, avec en écho la pauvrophobie dénoncée par l'ADT Carmonde. Alors que Karl Marx faisait de la pauvreté une question de classe, le XIXe siècle la considérait déjà en dehors de toute rationalité économique pour l'ontologiser et accorder aux pauvres les droits que les gouvernements leur niaient. Si une notion de racisme social est ainsi attestée, un racisme socialement et non ethniquement fondé, est-il alors permis d'invoquer un racisme migratoire ? Serait-il conceptuellement légitime et politiquement fondé ? Un tel positionnement demande une étape préalable, la considération des migrants comme un groupe, un collectif, une communauté, un peuple, sinon une race. Bref, une essentialisation, une ontologisation du migrant. Mon propre travail, qui a voulu penser le migrant d'abord comme un exilé, va dans le sens de cette ontologisation. Le lexique est important. Réfugié est une catégorie juridique. Migrant, une catégorie socio-économique. Exilé, une catégorie ontologique. Les termes ne sont pas synonymes. J'y insiste car le lexique est toujours politique. Dire que le migrant est d'abord un exilé, c'est passer de la stricte question migratoire à la condition exilique et initier un changement qui compte stratégiquement car il permet d'élargir l'angle de vue. Une condition exilique, de même qu'on a pu traiter d'une condition humaine, d'une condition féminine, d'une condition noire, d'une condition juive, même si ces exemples peuvent sembler suspects en autant de déconstruction identitaire généralisée. Mais si les conditions de ces conditions sont évidemment historiques, variées et variables, brisant ainsi toute prétention d'essentialisation, les identifier, les désigner, permet de les considérer comme des aspects de l'humaine condition qui, de Montaigne à Hannah Arendt, a inspiré les luttes d'émancipation. L'expérience exilique module, traduit à la fois la condition humaine comme l'interprète à leur façon la condition noire ou la condition féminine, et dépasse ces conditions spécifiques. Pour avancer cette hypothèse d'une communauté des migrants, constituée en tant que telle et pouvant donc être repoussée par un discours raciste, je reviens sur la proposition du gouvernement britannique d'expulser tous les migrants vers le Rwanda, quelle que soit leur origine nationale. De même qu'en d'autres temps, on a esclavagisé tous les Noirs, quelle que soit leur origine, déporté tous les Juifs, quelle que soit leur origine. Ces deux exemples ne sont pas insignifiants dans un cadre comme le nôtre. Expulser tous les migrants, c'est les constituer en tant que groupe humain. Autre modèle pour cette hypothèse. L'équipe olympique des réfugiés, Refugee Olympic Team, qui a concouru à Rio en 2016 avec 10 athlètes, à Tokyo en 2020, 29 athlètes, et qui va concourir en France en 2024. C'est lors de l'Assemblée générale des Nations unies d'octobre 2015 que Thomas Bach, président du Comité international olympique, annonçait la création de l'équipe. Un système de bourse permet d'accueillir les candidats et de les préparer. Une logistique gérée par l'Olympic Refugee Foundation. Ce sont les comités olympiques nationaux qui sélectionnent dans chaque pays les athlètes et qui les encadrent. Ils sont désormais accueillis en tant que membres de l'équipe olympique des réfugiés, ce qui suggérerait une nation olympique des réfugiés. L'équipe olympique des réfugiés va défiler à Paris avec une bannière propre à côté de l'équipe américaine ou française. Autre modèle pour cette hypothèse, accorder aux migrants un passeport européen.
la citoyenneté européenne, alors que la citoyenneté européenne n'est actuellement qu'un supplément aux citoyennetés nationales attribuées automatiquement avec celle-ci. Pas de passeport européen. Nous avons un simple logo sur la couverture de nos passeports nationaux. Je crois que seuls les étudiants Erasmus savent ce que c'est qu'être européen. Ce serait la possibilité pour les migrants d'avoir une citoyenneté. Pourquoi ne pas donner aux migrants la possibilité d'appartenir à la communauté européenne sans passer par la case nationale? Le migrant aurait le droit d'être européen, c'est-à-dire d'être en Europe. Pourquoi pas? Puisque la citoyenneté européenne, valable sur le territoire de l'Union, existe depuis le traité de Maastricht. Thomas Paine, l'un des pères fondateurs des États-Unis, fut fait citoyen français par son seul soutien à la Révolution française. Et un siècle plus tard, la Commune fit de même pour le juif hongrois Léo Frankel, avant de lui confier le ministère du Travail. À l'instar des exemples de la Révolution française, puis de la Commune, la citoyenneté européenne affirmerait une logique politique inédite, qui accorderait une nouvelle subjectivité à l'individu. Après tout, il existe un droit européen, et il faut bien une instance souveraine pour l'appliquer, le garantir, l'encadrer. En d'autres termes, la citoyenneté européenne serait l'application d'une hospitalité européenne qui ne se plierait pas aux conditions des citoyennetés nationales. L'exilé recevrait un nouveau nom de citoyen européen, et en retour, ce nom retrouverait une signification. En accueillant les exilés, l'Europe accueillerait l'Europe. Une dernière voie pour affermir cette hypothèse. J'ai cité précédemment le racisme anti-pauvre, qui suppose la considération des pauvres comme une communauté constituée et non pas une collectivité contingente. Or, dans un article de 2018, le juriste Édouard Lebeau écrit « C'est toute la difficulté de l'identification de ce qui caractérise la pauvreté qui apparaît ainsi dans les hésitations lexicales du législateur. Le dire-définir contemporain, à cause d'inquiétudes aussi profondes que difficilement compréhensibles, s'égare, mais surtout se prive de mots simples et essentiels. » Et de citer l'économiste Claire Pignol, il y a aujourd'hui encore, à côté du discours de la science économique, des récits de pauvreté, parmi lesquels les récits de fiction. Qu'apprennent ces récits à l'économiste à retrouver des notions qui, paradoxalement, ont déserté sa discipline. La littérature permettrait donc de repérer un groupe constitué, puis de le soumettre à une définition économique ou juridique. Pour ma part, j'ai co-organisé avec des collègues de la fac de droit d'Aix-Marseille Université un colloque en